Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur, le privilège d'interviewer une jeune compatriote, puisqu'on n'est pas très loin géographiquement. C'est Mélissa Toucheboeuf-Bouverie, qui est couturière énergéticienne. Donc, elle nous parlera plus avant de son concept à elle. Mais déjà, pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est d'écouter ces entrepreneuses qui ont entrepris, qui ont quitté le salariat depuis au moins un an et qui nous apportent finalement leur stratégie, leurs trucs et astuces, leurs moments pour dépasser les obstacles que nous connaissons toutes finalement, les peurs, les doutes, peut-être le syndrome de l'imposteur, les montagnes russes émotionnelles et tant d'autres choses qui nous font dire est-ce que c'est bien normal? Eh bien oui, c'est normal et elles nous apportent chacune des clés avec leur authenticité et puis les anecdotes de leur propre parcours. Donc Mélissa, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus qui tu es et puis nous présenter ton métier finalement qui est très atypique, qui est une véritable marque et puis ton actualité professionnelle. Bonjour, merci du coup pour cette interview. Oui, donc je suis Mélissa Toucheboeuf-Bouverie, couturière énergéticienne. Donc je fais des soins énergétiques au travers de la couture. Donc c'est des véritables accompagnements en fait, axés sur le bien-être où on va, aller, chercher à transmuter en fait les blessures du passé, les moments de vie qui ont été marquants, qui laissent des empreintes à l'intérieur de chacune de nous. Ce comment? Toutes ces blessures, en fait, on va chercher à les défaire au travers de l'objet trésor, ce que j'appelle moi. Donc, une des parties de la couture énergétique, c'est vraiment ça, c'est de repartir d'un objet, en fait, d'un ancien vêtement, un ancien sac, un ancien accessoire, en fait, que la personne a chez elle, depuis des années, qu'elle n'utilise plus, qu'elle ne met plus et qu'elle n'arrive pas à jeter, en fait. Ça, c'est vraiment un point important. Et donc, la personne va me remettre cet objet trésor que je vais défaire entièrement. Et quand je le défais, je canalise des moments de vie en fait de la personne, des anecdotes, des blessures plus particulières. Enfin, c'est vraiment, ça me fait des petites images, des petites choses que je partage en fait avec la personne. Donc, c'est un processus qui dure 2 à 3 mois à peu près. Donc, c'est assez long parce qu'on fait un vrai travail en profondeur. Et quand je vais échanger sur cette partie-là, donc selon chaque personne, soit on a des échanges plus profonds, verbaux en fait, ou par message, voilà, parce que je travaille aussi à distance en fait, j'ai pas besoin forcément que les personnes soient sur place pour faire ce travail-là. Et ensuite, en fait, je vais découper toutes les parties qui sont trop usées, trop abîmées de l'objet, que je vais écarter totalement et je vais reconstruire cet objet trésor en toute autre chose. Et la particularité, c'est que la personne ne choisit pas ce qu'il devient. Donc, c'est vraiment intuitif en fait. C'est une des conditions pour lesquelles je commence une transformation, c'est que déjà, j'entrevois ce que l'objet va devenir. C'est comme ça que je me fixe si la personne, enfin, que je ressens si la personne est prête ou non. Et donc, comme ça, en fait, on travaille tout un processus en fait où les blessures et les moments de vie qui ont été, qui ont créé des nœuds. J'aime bien cette image de nœud en fait. Quand on prend une pelote, si on fait un premier nœud, un petit nœud, ça engendre tout plein de nœuds en général après derrière et des plus gros. Et on a tendance à se focaliser sur les plus gros et ceux qui ressortent avec la couture énergétique, c'est vraiment les petits de départ que l'on vient de défaire. Et le fait de les défaire, tout le reste n'a plus lieu d'être. Toutes ces blessures deviennent des faits et non plus des blessures et donc des forces. On peut vraiment en fait transmuter tout ça dans son présent, arrêter d'être happé par le passé qui revient sans cesse et s'en servir comme des forces dans son présent et dans son avenir. Donc ça, c'est vraiment un travail que je fais au travers de cette démarche. Et dans l'idée, ce que j'aime moi particulièrement, c'est je capte les mots de la personne, ça peut être aussi des mots physiques par le biais de soins énergétiques plus classiques, on va dire. Et l'idée, c'est pas juste de venir soulager des mots ponctuellement et de dire bon c'est bon, on est reparti pour X temps. C'est vraiment de remonter à la source, d'aller identifier tout ce qui est émotionnel et en lien avec ces blessures et ces mots pour les transmuter sur le long terme en fait. Pour vraiment, on remonte à la source, on va défaire le nœud de départ et ensuite du coup le reste suit en fait. Le physique, la santé physique peut en découler, enfin va en découler puisqu'on a défait l'origine quelque part de ces mots-là. Donc c'est vraiment voilà un travail
dans sa globalité sur l'émotionnel, sur tout ce qu'on peut ressentir dans son quotidien, la place que l'on a aussi soi-même dans son quotidien, que l'on s'accorde, l'amour de soi que l'on a, ce qui est très important et que c'est un essentiel pour moi de s'aimer soi pour pouvoir s'ouvrir à l'extérieur en fait. Et c'est toute cette reconnexion-là et ce nettoyage, j'ai envie de dire, que je propose au travers de cette activité. Ça veut dire que l'objet, il est support à analyser ce qui se passe et ce qui s'est passé et il est support à la transformation future aussi. Exactement. Et ce que j'aime dans cette transformation-là aussi, c'est que justement la personne a une matérialisation physique de cette transformation. C'est-à-dire qu'il y a cet objet qui est là et qui a été important dans sa vie, qui l'est encore puisqu'elle n'arrive pas à le jeter. Mais en même temps, ce qui fait qu'on a du mal à le réutiliser, c'est souvent qu'il ne correspond plus complètement parce qu'on a évolué, justement. Et c'est une forme de mise à jour, en fait, de dire, bon, bah, en fait, l'objet me convient toujours puisque je le garde, mais plus sous cette même forme. Donc, en fait, il devient autre chose. Je peux de nouveau l'intégrer dans ma vie de manière à ce qu'il ait une place. Et en plus, j'ai sous les yeux la transformation qu'il a subie, que j'ai aussi vécue et que donc, du coup, ça fait une remise à jour et vraiment un point de repère physique en fait dans la matière de cette transformation. Un rappel qui est là, un peu une Madeleine de Proust en fait, chaque fois qu'on va passer à côté, qu'on va le voir. Donc voilà, donc, dans les transformations que j'ai faites, j'ai un blouson qui est devenu un vase par exemple, un chapeau qui est devenu une horloge, un haut de mariée, un tableau, une peluche qui est devenue un oreiller. Enfin, il y a vraiment des possibilités multiples. Enfin, tout me vient en fait avec l'objet et c'est ce que je trouve magique, moi en tout cas, dans ce processus. Et alors, tu as dit que tu canalisais au moment où tu défais l'objet, mais est-ce que tu canalises Oui. aussi au moment de décider justement ce qu'il va devenir? Oui, c'est la première étape, celle-ci. C'est vraiment une canalisation de, qu'est-ce que l'objet me renvoie, en fait. Le blouson, par exemple, quand j'ai vu qu'il allait devenir un vase, enfin, je l'ai vu sous forme de vase, je me suis dit: «Bon, OK, c'est bon, la transformation est prête, enfin, oui, est faisable dans l'instant». Après, c'est challengeant aussi parce que, comment je passe d'un blouson à un vase? Et c'est ce qui est intéressant aussi dans toute cette transformation, c'est comment, au fur et à mesure de l'avancée, les étapes se mettent en place, les choses se dessinent en fait. J'ai trouvé des solutions pour pouvoir créer en fait cet objet aussi, parce que c'est des choses que j'ai pas faites avant forcément. Et donc du coup, c'est tout un cheminement qui se fait pendant la transformation. Et c'est hyper, ce que j'aime beaucoup, c'est que la transformation commence dès lors que la personne m'envoie son objet. C'est-à-dire que quand je le reçois chez moi, quand elle doit déjà me l'expédier ou me le confier, il y a vraiment ce moment, il y a 4 grandes étapes. La séparation, ce que j'appelle, donc ce moment où la personne va me délivrer en fait son objet et qui est souvent propice à des émotions en fait à ce moment-là, où la personne prend conscience en fait de l'importance de cet objet trésor dans sa vie et le travail commence à partir de ce moment-là. Et moi, ce que je fais à réception, c'est que je le laisse en fait reposer, je laisse infuser les choses et je vais vraiment écouter mon intuition et être l'écoute, il va être dans mon environnement, en fait. Je vais le voir, je vais passer tous les jours à côté. Je vais, pouvoir, en fait, le toucher si besoin ou quoi que ce soit et je vais attendre qu'il m'appelle, en fait, pour commencer le travail dessus. Donc il y a vraiment cette écoute et ce lâcher prise quelque part à avoir, je ne peux pas donner de délai précis, je ne vais pas dire à telle date on commence, à telle date, ça vient en fait. Il y a un moment où c'est OK, c'est aujourd'hui. Et à chaque fois, c'est chouette parce que les personnes me disent: «Ah ça pouvait pas tomber à un meilleur moment en fait, 2 jours avant c'était pas possible». Enfin, et tout travaille en fait, pendant tout ce processus et je trouve que c'est merveilleux quoi en fait, Ça, c'est chouette, ça donne envie en tout cas, ça donne envie. Donc déjà, merci pour cette présentation de ton activité. Pour revenir à toi en tant qu'entrepreneuse, tu m'as dit que tu avais ouvert ta micro-entreprise en juillet 2019, c'est ça? Oui, c'est Ça veut ça. dire que tu as quitté le salariat en juillet 2019? Non, alors j'étais pas bien dans le monde salarial, en fait, à ce moment-là. J'étais en burn-out, donc je ne le D'accord. savais pas encore, mais j'étais déjà, dans l'engrenage, on va dire, et je me suis dit: «Ben, j'ai besoin de retrouver goût à quelque chose,
d'avoir une motivation pour quelque chose. Et l'idée m'est venue de créer ma micro-entreprise à ce moment-là en activité secondaire. C'était pas la meilleure, la meilleure chose pour se reposer et pour prendre soin de soi à ce moment-là, entre guillemets, puisque je me rajoutais une charge de travail qui était pas négligeable non plus, mais sans pression particulière, puisque j'avais vraiment ces doubles fonctions. En fait, j'étais salariée à temps plein et j'avais ma micro-entreprise en loisir, entre guillemets, à côté. Enfin, ce que je considérais comme un loisir, puisque c'était vraiment quelque chose que je faisais avec le cœur. Donc voilà, donc j'étais encore salariée à ce moment-là, en fait. Donc Et le je le sens suis perdu à restée. pardon, vas-y, Comment? vas-y, vas-y. Je le suis restée du coup jusqu'en juin 2020, où là vraiment, mon activité salariale a pris fin, avec le burn-out qui s'est bien installé en janvier et qui là, m'a obligée en fait à changer un petit peu, tout mon quotidien quoi, en fait, parce que c'était plus possible, de continuer ainsi, ouais. Donc le déclic, ça a été le burn-out pour quitter le salariat. Oui, 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 Tu n'es pas vraiment. En retournée fait, du tout non. dans ton emploi? D'accord. Non, en janvier, en fait, ça a été physique. Ça faisait déjà bon, je suis restée 10 ans dans cette entreprise. J'ai eu 7 ans alors je travaillais avec un pervers narcissique, donc j'ai eu 7 ans, d'idylle, en fait, où tout était beau, tout je m'épanouissais dans mon travail, j'avais plusieurs fonctions, j'avais, voilà, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire plusieurs choses toujours en même temps et j'étais complètement nourrie par mon activité à ce moment-là. Il y avait du développement, de l'innovation, je fourmillais de plein d'idées, donc c'était super chouette. J'aimais ce côté humain et ce relationnel aussi avec mes collègues, à faire des liens, à tisser des liens justement, entre chacun pour, fluidifier, la cohésion dans l'entreprise, pour pouvoir, rendre l'atmosphère meilleure et que chacun se sente bien dans son travail. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'animait profondément et au fur et à mesure, c'est ce qui a été coupé pour moi. C'est-à-dire qu'on m'a enlevé toutes ces interactions humaines. Au fur et à mesure, on a voulu, me limiter un petit peu dans une case, dans une seule fonction et c'est à ce moment-là, alors c'est plus un bore-out qu'un burn-out puisque j'avais de moins en moins de «travail» entre guillemets et je m'ennuyais et c'était très difficile à vivre pour moi ces phases-là parce que j'aimais en fait, toucher à beaucoup de choses et puis, j'étais là pour faire avancer les choses. J'aimais, cette dynamique-là et c'est ce qui m'a été enlevé au fur et à mesure et j'ai vu que, dans cette société, il y aurait pas d'évolution possible par la suite, que les choses étaient vraiment ancrées de cette manière et donc c'est devenu, physiquement, j'ai mon corps qui a lâché, qui a dit: «Stop». En fait, je passais les vacances de Noël, à être mal, à ne pas pouvoir, dormir correctement alors que c'était des vacances, qu'habituellement c'est le temps où je coupais et là je n'y parvenais absolument pas. Donc je me suis dit: «Là ça va pas en fait» et quand il a fallu reprendre, le travail, physiquement, c'était pas possible. Je ne pouvais pas, en fait, j'ai pas pu me lever. J'ai appelé mon médecin et puis s'en est suivi un arrêt, en fait et j'ai été accompagnée, à ce moment-là par une psychologue spécialisée dans le travail qui a mis les mots sur justement le pervers narcissique, sur la manipulation, le harcèlement, enfin des voilà, tout ce que je vivais, en fait, qui prenait quelque part, un autre sens parce que je le percevais moi à l'intérieur, mais il y avait des mots extérieurs qui étaient posés dessus. J'avais essayé d'en parler autour de moi, dans l'entreprise à plusieurs reprises je n'étais pas écoutée parce que les gens n'avaient pas envie de voir et il y a un moment où j'ai dit: «Non, mais il faut que je m'occupe de moi avant de vouloir m'occuper de l'entreprise et c'est ma priorité, c'est celle-ci aujourd'hui». Voilà, s'en est suivi, une période où j'ai dû patienter entre les différentes démarches et ainsi de suite puisque tout ça a été posé assez vite. J'ai cette capacité d'analyse aussi et d'auto-analyse et transmutation, on va dire, des choses qui est très rapide. Donc, je suis arrivée avec ma problématique, mon analyse et mes solutions quelque part. Et en fait, tout a été validé dans le bon sens très rapidement. C'était au début du confinement, donc, enfin, juste janvier, juste avant le Covid. Donc, ça a rallongé un peu toutes ces procédures-là, puisqu'on a eu après la période confinement qui a fait que j'ai eu 2 mois de plus pour pouvoir, me reposer aussi encore davantage physiquement, me requinquer, ce qui n'était pas négligeable non plus et de là, je me suis dit: «Non, mais en fait, je finis le salariat» et j'ai essayé de me projeter, en fait, sur la suite. Qu'est-ce que je fais? Je cherche un autre emploi, donc j'avais déjà regardé d'autres choses et tout. Sauf que j'avais conscience, en moi que d'aller ailleurs, ça allait être bien stimulant les 6 premiers mois, la première année,
un nouveau challenge, devoir refaire ma place, retrouver un petit peu des points de repère et ainsi de suite. Et après, je visualisais déjà l'ennui, en fait, la routine, les tâches bien définies que j'allais avoir à faire, donc un cadre trop défini presque. Et je me disais, non, mais en fait, j'ai besoin de toucher à plein de choses. Donc, j'ai cette micro-entreprise qui est là, que je n'avais pas envisagée dans cette optique-là, mais en fait, pourquoi pas la faire évoluer en tant qu'activité principale, en fait. Et c'est ce que j'ai fait à partir de ce moment-là. Et donc, à la base, c'était vraiment de la couture classique. Et à ce moment-là, j'ai toute la partie soins énergétiques qui était là aussi, puisque ça faisait quelques années déjà que j'avais découvert mes capacités d'aide à la guérison au travers de mes mains. Donc, couper le feu, soulager des maux et ainsi de suite. J'avais accompagné différentes personnes dans cette voie-là. Et je me disais, j'avais pas envie de refoncer tête baissée en fait, dans la couture en me disant c'est ça absolument, parce que j'ai toujours eu ce questionnement de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'anime. Et j'avais pas envie de choisir entre couture et soins énergétiques. Donc j'ai dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose à mon image et de mixer les deux en fait. Et de là, l'aventure a commencé à partir de ces révélations-là, on va dire. Et s'il n'y avait pas eu cette perte de sens au travail et ces dérives comportementales de l'employeur, on va dire, est-ce que tu aurais quand même abouti à entreprendre? Est-ce que c'était déjà dans ta tête un jour que tu ferais une entreprise, que tu créerais quelque chose? Non, pas vraiment en fait. C'est pas quelque chose que j'avais projeté en moi, en fait. C'est venu assez spontanément en fait, l'histoire de la couture pour moi ça a été, c'est parti d'un Noël, donc ça faisait, depuis que j'avais 15 ans à peu près que j'avais, eu ma première machine à coudre. J'ai créé une pochette à ce moment-là et puis j'avais laissé la machine de côté parce qu'à cette époque-là, j'étais étudiante, j'avais pas d'argent ni quoi que ce soit, donc je pouvais pas m'acheter des jolis tissus et reprendre des vieux chiffons, des vieilles choses en fait pour en refaire autre chose. À ce moment-là, bizarrement, ça vibrait pas trop. Donc, je m'étais dit, bon, la machine était restée en stand-by et j'ai ressorti ma machine en 2018 à peu près, où là, il y a eu l'effervescence du do it yourself et ainsi de suite. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Je me suis fait un sac à main, la première chose que j'ai. Enfin, oui, sac à main. Je cherchais une robe de demoiselle d'honneur pour un mariage à ce moment-là. Je ne trouvais pas le modèle que je voulais. Je me suis lancée, j'ai créé la mienne, alors que je ne suis pas du tout spécialisée dans le vêtement ni quoi que ce soit. Et intuitivement, en fait, c'est venu très facilement. Et, et de là, en fait, j'ai eu des personnes autour de moi qui ont vu mes créations et qui ont dit: «Ah non, mais elles sont trop chouettes, tu devrais les vendre». Et c'est au moment où j'ai vu qu'il y avait une réunion d'information à la Chambre des métiers et de l'artisanat sur la micro-entreprise. Donc je me suis dit: «À le faire, je veux le faire correctement». C'est-à-dire que je ne veux pas faire ça, dans mon coin, de chez moi en toute «illégalité» entre guillemets. Autant avoir les statuts qui vont bien pour pouvoir construire quelque chose, qui puisse aboutir, par la suite en fait. Même si c'est qu'une «activité secondaire» entre guillemets, ça me permet d'avoir, quelque chose de posé en fait. Et tout est parti de là. Je suis allée à cette réunion d'information. La personne m'a dit: «Non, mais vous risquez rien, enfin vous avez aucun risque entre guillemets à prendre puisque vous êtes, salarié, c'est une activité secondaire, donc les jours où vous faites un chiffre, vous le déclarez, quand il y en a pas, vous le déclarez pas et puis, allez-y quoi, en fait». Donc c'était un vendredi matin, le lundi, j'étais en rendez-vous pour créer ma micro-entreprise en fait, dans la foulée et ça s'est enchaîné à partir de là. Ça a l'air très fluide, mais est-ce qu'il y a quand même eu des obstacles à traverser? Pas d'un point de vue entrepreneurial, en fait, pas à ce moment-là. Et ça a été, alors dans le métier que je faisais, j'ai eu une vision quand même assez globale, en fait. J'ai une formation d'électricienne, électrotechnicienne de base, donc rien à voir avec, ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait un BTS après de conception de produits industriels, donc tout ce qui est, la conception, la création, l'invention, en fait, de machines, qui n'existent pas, en fait, déjà. Donc il y avait cette fibre-là qui a toujours un peu été là. Et en fait, je me suis retrouvée dans cette entreprise où j'ai travaillé pendant 10 ans à travailler à la base en bureau d'études, donc dans la conception d'étuis, de boîtes, de choses que je n'avais jamais touchées avant. Donc je me suis adaptée à ce moment-là. Je faisais du devis aussi en parallèle. J'ai fait de l'administration des ventes. Après j'ai été chef de projet, j'ai été, responsable d'un atelier, en amont de la production et ainsi de suite. J'ai remplacé à plusieurs reprises, le chef d'atelier, le directeur quand il était en déplacement et ça m'a permis d'avoir vraiment cette vision globale de l'entreprise en fait. De savoir calculer des prix, de savoir, faire un peu de comptabilité, de sortir des factures, des choses comme ça. Donc j'avais toute cette base-là qui me faisait me dire: «Non mais en fait j'ai déjà
suffisamment pour pouvoir, moi, me lancer seule et puis, créer tout ça, en fait. Ça me donne une bonne base, je pars pas à l'aveugle complètement non plus, donc je tente. Et c'est par la suite où tout ça est devenu, où il y a eu un peu ce syndrome de l'imposteur à dire: «Non mais, est-ce que tout est bien là? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça peut être, viable sur le long terme?» on va dire, quand, il y a eu ce changement au niveau de mon activité et où, le salariat est devenu, une option qui était plus envisageable pour moi, quoi, donc ça a été assez fluide, en fait. Il y a pas eu d'obstacle particulier et tout se déroule. C'est ce qui me permet, en fait, aujourd'hui, moi, de garder cette confiance quelque part, parce que même si je ne sais pas de quoi demain sera fait, c'est tellement fluide, en fait, que ça me donne envie de continuer et d'avancer et d'y croire, en fait. C'est ce qui me porte, moi, aujourd'hui, c'est cette fluidité à me dire: si c'est aussi fluide et si ça avance aussi bien, c'est que je suis au bon endroit et au bon sur le bon chemin, donc je continue dans cette voie-là. C'est uniquement ce qui me permet de continuer «d'avancer» entre guillemets sans me poser mille et une questions, que le mental pourrait vouloir faire venir, bon ça arrive quand même de temps en temps, mais ça il y a cette force-là qui est à l'intérieur et qui fait que, non, mais en fait, c'est pas là pour rien. Je suis intimement persuadée que c'est pas là pour rien, donc c'est ce qui me donne envie de continuer, de persévérer dans tout ça et de pas avoir de difficultés particulières, à l'heure actuelle, en fait, en tout cas dans le déroulement de ce fil, que je tisse, donc ça fait écho avec, le nom de mon entreprise qui est Meltis, donc Meltis des liens comme j'aime bien dire, c'est Mel, c'est l'abréviation de Mélissa et tissage, c'est tout ce que j'ai toujours fait en fait, ce qui m'a toujours parlé donc voilà, c'est très, très fluide et c'est vraiment un sentiment très porteur en fait, ça, cette fluidité. Tu as quand même évoqué le syndrome de l'imposteur et puis que des fois le mental travaille. Est-ce que toi, enfin voilà, on sait que les femmes sont plus nombreuses à vivre le syndrome de l'imposteur qu'un homme. Quelles sont tes stratégies, toi, en fait, pour dépasser ça, quand ça arrive? Alors c'est mon expérience, en tant que salariée justement qui me permet de changer ça. Parce que, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Dès le collège, ça a été la grande question de qu'est-ce que je vais faire? Heu, J'avais des idées de métiers qui n'existaient pas déjà à l'époque, et on me disait: «Bah non, il faut choisir autre chose, ça va pas, il y a pas d'études adaptées». Donc en fait, j'ai suivi un chemin plus ou moins, pas évident parce que j'ai pris déjà des chemins de traverse, puisqu'à ce moment-là, on me proposait soit du secrétariat, soit de la restauration, parce que j'étais une femme et que je ne savais pas ce que je voulais faire. Il y avait que ces 2 options-là qui étaient présentées, donc ça m'était, un peu trop et c'était pas du tout des choses qui m'appelaient et j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir un professeur, en fait, mon professeur principal qui avait sa femme qui travaillait qui était prof aussi dans ce même lycée en tant que prof d'électrotechnique et qui m'a dit: «Mais va faire un essai, en fait, 2-3 jours, va voir, et puis comme ça te permettra d'avoir, d'autres idées en fait peut-être et j'ai passé 3 jours dans les différents cours de cette section et je me suis dit: «Ah ouais, c'est chouette, il y a du travail manuel». Si j'étais qu'avec des garçons, donc moi j'étais très à l'aise avec les hommes, déjà depuis longtemps. Ce côté aussi, challengeant de dire: «Je suis la seule fille, dans ce domaine-là», donc ça me parlait beaucoup et j'ai avancé en fait un peu à l'aveugle comme ça et ces 2 années de bac ont été particulières puisque, j'ai eu des notes qui étaient très basses. Donc moi j'étais très attachée aux notes, «au système scolaire» entre guillemets, à me dire que, pour pouvoir réussir, il fallait que j'ai des bonnes notes. Sauf que, leur système de notation, la stratégie entre guillemets que les professeurs avaient mis en place dans cette section, c'était de baisser vraiment, qu'on ait des notes très basses. Donc le meilleur de la classe avait une moyenne de 9 à peu près. Donc moi, j'étais à 6-7 de moyenne, donc je me disais: «C'est pas possible, je peux pas, me présenter à un entretien d'embauche avec mon bac en poche et en me disant que j'ai eu toutes ces notes-là, en fait, toute l'année». Bon, au bac, j'ai eu un 16 ou un 17, sur cette matière-là donc j'ai été moi-même étonnée, mais c'était pas possible pour moi d'avancer dans cette, voie-là parce que je me sentais pas légitime déjà à ce moment-là. Donc je me suis orientée sur un BTS. On a regardé un petit peu les notes dans lesquelles, dans les matières dans lesquelles j'étais plus à l'aise. Donc il y avait tout ce qui était design et conception qui me parlait. Donc je me suis lancée dans cette aventure-là de BTS. Je suis arrivée, avec, beaucoup de retard par rapport aux autres, puisque j'avais pas le processus normal, on va dire, pour arriver à ce BTS. Donc je ne savais pas concevoir des choses. J'avais pas de visualisation en 3D, je ne savais pas projeter en fait,
un objet, ben, quand on va le dessiner, on fait des plans qui sont en 2 dimensions, mais pour pouvoir les dessiner en 2 dimensions, il faut les avoir envisagés dans sa tête en 3 dimensions et faire ce parallèle-là. Donc c'est tout un processus que j'ai dû apprendre et au bout de 3 mois dans ce BTS, je me suis dit: «Bon, OK, c'est toujours pas ce que je veux faire, c'est pas ce qui m'anime profondément au fond de moi. Mais j'ai 2 solutions. Soit je recommence un autre BTS sans savoir encore où je vais et ben, au risque de nouveau, refaire tout ce parcours de réadaptation et en condensé, en fait, d'apprentissage en condensé et tout. Ou alors je persévère, je vais au bout, j'ai mon BTS, donc j'ai mon diplôme qui me permet d'avoir, des clés, puisque c'est ce qu'on nous disait à ce moment-là, que le BTS était le minimum à avoir. Et puis, ben, j'aviserai en fonction, et c'est ce que j'ai choisi de faire, en fait. Ces 2 années-là de BTS, je me suis, ben, investie dedans en les voyant comme vraiment mes dernières années d'études. Donc, je voulais absolument pas perdre d'années supplémentaires, entre guillemets. Donc, j'ai tout fait pour réussir. En fait, j'ai fini deuxième de ma promo pour mon BTS, alors que je partais de très loin. Et c'était hyper chouette, en fait, pour moi, d'arriver au bout de ces études et de me dire: «Bon, bah, c'est bon, maintenant, je peux envisager autre chose». Et quand j'ai été, ben, à la recherche d'un emploi, donc j'ai fini mon BTS, je l'ai obtenu et puis je suis allée m'inscrire dans des agences d'intérim, dans tout ça et à ce moment-là, ben, ce BTS-là ne rentrait déjà pas dans les cases de Pôle emploi et des agences d'intérim. La fonction n'existait pas, en fait. Donc on mettait des étiquettes qui n'étaient pas «adaptées» entre guillemets, et donc les offres d'emploi qui en découlaient ne me correspondaient pas puisque c'était pas quelque chose qu'ils avaient sur le papier. Donc il y a eu cette notion d'adaptation tout au long de ce parcours et bah, j'ai travaillé à différents endroits. J'ai travaillé, bah, dans la conception, du coup, dans une entreprise, dans l'aéronautique, donc un domaine où j'avais jamais exercé. Donc il a fallu que j'apprenne aussi, que je m'adapte, en fait, à chaque fois. Je suis partie après dans des machines spéciales, donc j'ai plusieurs expériences professionnelles différentes et je suis à pouvoir arriver dans cette imprimerie où là, tout était nouveau à nouveau. Encore une fois, en fait, et j'ai appris au fil du temps, et j'adorais apprendre, j'adorais me nourrir de toute cette nouveauté, tous ces processus. La particularité de cette entreprise-là, c'est qu'on était tous des personnes qui n'étaient pas issues du domaine de l'impression, puisque c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément de manière courante. Donc, on apprenait sur le tas beaucoup de choses et ça m'a beaucoup enrichi. Ça m'a permis, en fait, de m'adapter et puis de voir au fil des années que non seulement j'avais une vraie valeur ajoutée dans cette entreprise, que mes clients me faisaient confiance, que quand ils avaient des nouveaux projets de développement qui étaient censés être infaisables, bah, j'arrivais à leur trouver des solutions, j'arrivais à créer des processus parce que justement, ça a été une force aussi de ne pas avoir des études bien «ficelées» entre guillemets dans ce domaine puisque du coup, ça me laissait envisager plein de choses. C'est-à-dire que je mélangeais en fait, bah, ça c'est possible, ça aussi, mais pourquoi on ne peut pas associer les 2 en fait? Un peu comme ce que j'ai fait avec la couture énergétique finalement. Et du coup, ben, j'étais beaucoup en contact avec chaque acteur sur les différents postes parce que c'était important pour moi d'avoir, leur expertise à eux. C'était eux qui savaient faire fonctionner les machines. C'était eux qui avaient le savoir-faire et puis les compétences pour pouvoir travailler correctement. Donc je les incluais systématiquement dans ce que je faisais pour pouvoir, en fait, développer quelque chose ben, qui les motive, qui soit réalisable et où on essaye, en fait, ensemble de mettre tout ça en place. Et ça a toujours été positif, dans chaque nouveau challenge. Donc ça m'a donné vraiment cette force de me dire: «Et ben, en fait, OK, je suis autodidacte» parce que la couture, c'est pas mon métier de prédilection. Ben, pareil, j'ai appris, en fait, au fur et à mesure. J'ai voulu une fois prendre un cours de couture et je me suis rendu compte qu'en fait, la personne qui exerçait depuis 18 ans ce métier avait pas cette vision en 3D, n'avait pas en fait ce que mes études m'avaient permis d'acquérir et donc elle avait des difficultés sur certaines choses, sur des modifications à faire sur des patrons ou quoi que ce soit et moi c'était très fluide et à la fin donc j'ai pris un cours avec cette personne. Je suis repartie un peu, frustrée parce que, bah, on arrivait, tout était déjà prêt en fait, les tissus étaient déjà coupés, les machines étaient déjà prêtes, on posait les tissus ensemble et on les passait sous la machine. Donc ça donnait la sensation de savoir coudre, mais sans avoir tout le processus dans sa globalité. Et à la fin de ce cours, elle me dit: «Non, mais elle me dit: «Il y a un truc que tu ne me dis pas, tu as déjà fait de la couture ou tu as déjà travaillé dans le domaine, enfin il y a vraiment quelque chose parce que tu arrives facilement à faire tout ça quoi, en fait et c'est hyper fluide pour toi». Et je lui ai dit: «Ben non, en fait, effectivement, j'ai
ce BTS en conception qui me permet d'avoir cette vision en 3D, mais je découvre totalement et la machine à coudre, pour moi, ça reste de la mécanique, donc je travaille avec mes oreilles comme j'ai appris à le faire. Je vais écouter comment ma machine fonctionne, si j'entends qu'elle force, si j'entends que c'est pas fluide au niveau de son fonctionnement, je vais réajuster mes réglages en fonction et je vais m'adapter à ce moment-là. Et c'est ça qui m'a permis de prendre conscience qu'en fait, c'était pas mon métier de prédilection et que malgré tout, j'avais un vrai savoir-faire, que j'étais capable de le faire. De la même manière que cette expérience dans cette imprimerie m'a permis de prendre confiance en moi là-dessus et de me dire: «Bah, en fait, je suis pas, je suis pas, j'ai pas le bagage, idéal, on va dire, sur le papier pour partir dans cette voie-là et malgré tout, j'y arrive, en fait». Et dans ce même temps-là, bah, mon médecin, quand j'allais chez elle pour mes enfants, ils avaient des symptômes, des choses, alors j'arrivais, je leur disais: «Bah, il a une angine, il a, tel symptôme, telle maladie». En fait, je mettais déjà des mots dessus. Elle avait fini par me dire: «Non, mais je vais vous laisser mon ordonnancier parce que chaque fois vous arrivez, mais vous savez déjà ce qu'il y a et ce qu'on va faire derrière, quoi». Donc je m'étais dit: «Ah tiens, encore un métier qui paraît «accessible» entre guillemets», bien que c'est caricaturé parce que c'est pas aussi facile que ça, j'entends bien. Ma banquière qui au même moment, bah, j'étais arrivée, pour différents, dossiers financiers et ainsi de suite, qui me disaient: «Non, mais vous avez fait un truc tellement complet qu'en fait, vous cherchez pas du travail, non? Parce que vous pourriez travailler chez nous et tout». Et là, je me suis dit: «En fait, j'ai presque que l'embarras du choix et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi, en fait? Et qu'est-ce que je veux faire?» Et de là est venue cette création de métier. Et ben, j'étais autodidacte en couture, je suis autodidacte dans les soins énergétiques. Tout m'est venu très intuitivement. J'ai pas fait de formation, j'ai pas fait de choses bien spécifiques dans ce domaine-là et c'est ce qui a été compliqué par moments parce que je me disais: «Oui, mais est-ce que je suis vraiment légitime dans tout ça?» Et ce qui me permettait de rebondir, c'est de me dire: «Oui, mais regarde, en fait, tout ce que tu as fait pendant les 12 premières années de ta vie de salarié, tu étais pas prédisposé à le faire et malgré tout, tu as réussi à le faire et en plus, tu le faisais bien». Tu as vraiment cette capacité de rebondir et d'acquérir des nouveaux savoirs et de toujours faire évoluer les choses. Donc sers-toi de cette expérience-là pour, allez, pour croire encore un peu plus en toi. Et il y a des moments où, il y a des situations où c'est plus difficile en fait, quand je me retrouve avec d'autres praticiens, d'autres énergéticiens et ainsi de suite, je me disais: «Oh, mais est-ce que je vais vraiment avoir ma place? Est-ce que je suis légitime dans tout ça?» Et en fait, bah, c'est en me confrontant à ces situations-là et en allant tester que je me rendais compte qu'en fait, ma place était là aussi et que j'avais la même place en fait que les autres, si ce n'est que, bah, je m'autorisais à y aller et à essayer en fait, c'est vraiment d'expérimenter et de d'oser en fait passer ce cap-là et de dire, «Bah, OK, en fait, on essaye et puis on verra bien. Qu'est-ce que je risque?» Au pire, dans le pire des cas, je risque quoi? Je vais pas mourir si je me loupe, au pire, je tomberai. Je sais me relever, donc je me relèverai et puis, bah, j'essaye et puis on voit ce que ça donne et c'est comme ça qu'on grandit, en fait, au fur et à mesure. Et ça, c'est la force que c'est dans cette force-là que je vais puiser, en fait, dans cette capacité d'adaptation que j'ai toujours eue et cette capacité aussi à me relever après chaque, enfin, on pourrait appeler des difficultés, moi, tous les traumatismes que j'ai vécus dans ma vie, toutes les choses qui, quand, j'échange un peu autour de moi, on me dit: «Non, mais c'est horrible, enfin, comment tu as fait pour rebondir?» J'ai vécu plusieurs choses. J'ai été agressée, et abusée sexuellement. Voilà, enfin, il y a eu plein d'expériences dans ma vie qui ont fait que ça aurait pu être très difficile et moi, je ne le voyais pas comme quelque chose de difficile parce qu'à chaque fois que j'ai été confrontée à des choses comme ça, je voyais qu'une issue possible, c'était d'avancer et de vivre, en fait et de me dire: «Bah non, il y a autre chose après. Je vis pas ça juste pour m'anéantir et me dire: "Bah, je me pose et j'arrête et j'attends que ça passe". Non, il y avait forcément après la pluie, il y a toujours le soleil qui revient. Bah, c'est vraiment ce qui m'a porté, ce qui me fait encore avancer aujourd'hui, en fait. J'adore ton témoignage parce que tu es la parfaite illustration du fait qu'on est la somme de toutes nos expériences et de ce qu'on en fait et de notre capacité à le voir d'un côté ou de l'autre, en fait. Donc, tu es une créatrice, tu es une créatrice de liens, il y a une agilité, une adaptabilité et une intelligence de la vie et des autres, de ce que j'entends. Donc, c'est Ouais, quand on a le syndrome de l'imposteur, notamment, tu as donné deux recettes formidables qui sont de regarder quand même derrière tout ce qu'on a fait, parce qu'il n'y a jamais 100% de nullité, ça n'existe pas. Et donc, toi, tu as cette capacité à regarder le positif, alors que certaines personnes vont plutôt se dire non, je suis nulle, mais ne vont pas se dire mais si, enfin,
il y a des constats que tu as réussi des choses. Donc toi, tu le fais. Et en plus, tu as la capacité de te dire, OK, je doute de moi, mais en fait, c'est dans l'action que je vois si je vais vraiment être nul ou pas. Donc, tu vas te confronter à d'autres énergéticiens. Et finalement, comme tu dis, bah, t'en es pas morte et tu as appris des choses. Et en fait, à chaque fois, tu grossis de confiance en toi et d'assurance et encore plus d'agilité derrière et encore plus la capacité à faire des liens avec tous les domaines que tu as vus, parce que c'est quand même énorme tout le panel que tu as alors que tu es très jeune. Donc bravo, quoi, c'est vraiment très, très inspirant. Enfin, moi, je j'ai aucun doute que les auditrices vont juste kiffer l'interview. Merci beaucoup. Euh, Moi, j'aimerais bien rebondir quand même sur les montagnes russes émotionnelles. Tu l'as évoqué par-ci, par-là. Là, c'est pareil. Qu'est-ce que tu appliques, toi, quand, par exemple, bah, là, tu dis que tu te rapproches de la fin de ta période de chômage. Euh, Comment tu gères le fait que ça peut être anxiogène, finalement, et angoissant? Ça l'est par moments. Il y a vraiment des moments où, où c'est présent en fait, c'est pesant pour moi et ben, j'accueille en fait dans ces moments-là. C'est-à-dire que je fais pas comme si ça n'existait pas. Je fais pas comme si, ces émotions n'étaient pas là, je leur laisse une vraie place et je m'autorise à les verbaliser aussi, à poser des mots dessus, à dire: «Bon, bah, voilà, là, j'ai peur. J'ai peur de ce qui va se passer en septembre, j'ai peur de ce qui m'attend après, la fin de mon chômage, après tout ça, en fait, aujourd'hui, j'ai une famille, j'ai un conjoint, j'ai 2 enfants, j'ai une maison, j'ai un crédit, en fait, en cours et c'est des choses auxquelles, je suis attachée aussi. Ma maison, ça a été vraiment mon point d'ancrage et mes racines que j'ai posées quelque part. Donc l'idée de pouvoir perdre ça est assez désagréable. Mais malgré tout, au lieu de le laisser dans un coin de ma tête et de faire comme ça n'existait pas, si je faisais ça dans l'image que j'ai et c'est ce que je travaille aussi au travers de la transformation énergétique de la couture, c'est quand on ne regarde pas les choses telles qu'elles sont, on les imagine et l'imagination est très joueuse parce qu'en fait, un petit tas de poussière qui est minuscule, elle va s'imaginer que c'est une montagne, en fait et on va vouloir la mettre sous le tapis, on va se dire que sous le tapis, il y a un truc énorme et moi, ce que j'aime aller faire, c'est aller regarder justement, me confronter à ce qu'il y a. Aller regarder c'est quoi ces peurs, c'est quoi ces angoisses, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça génère chez moi? OK, d'accord, donc le risque, c'est celui-ci. Heu, Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il est trop grand? Et ben, je trouve des alternatives pour, me sentir plus confortable. Est-ce que, je me sens portée quand même, même si ce risque me paraît grand? Oui, OK, d'accord. Bon, en fait, je me reconnecte vraiment à cette intuition et à ce ressenti. Je me connecte à mon cœur, en fait, à savoir si à l'intérieur de moi, c'est OK ou si vraiment je le fais avec de la réticence ou pas. Et tant que mon cœur me dit que c'est OK, j'y vais, en fait. Et je j'hésite pas à regarder les choses telles qu'elles sont. On a enfin, c'est très humain de ne pas vouloir regarder, les émotions qui nous traversent, de ne pas vouloir, faire face, en fait, à des difficultés ou quoi que ce soit. On nous apprend pas, c'est pas inné non plus. On nous apprend pas heu, pas avec des mots, on le verbalise pas, en fait, pas assez à mes yeux, que quand on tombe, on se relève, en fait. Quand on est petit, quand on est, en phase de marcher, on passe de l'étape, du 4 pattes à la marche. Entre ces 2 là, il y a beaucoup de chutes, il y a beaucoup de ratés, de loupés et malgré tout, on continue à se relever et on réessaye et puis on finit tous par marcher plus ou moins à part, difficultés physiques, autres, j'ai envie de dire, mais on a cette capacité de se relever et de réussir et c'est des exemples que j'aime donner même à mes enfants quand ils sont face à des difficultés ou quoi que ce soit. Ce que je vais leur dire et c'est ce que j'applique à moi-même, c'est: «En fait, quand vous ne saviez pas marcher, vous êtes tombés plusieurs fois, mais vous avez réussi. Donc là, si tu essayes pas, si tu avances pas, tu y arriveras pas. Tu peux passer ton temps à te dire que tu es nul et que tu y arriveras jamais. Sauf que si tu avais fait ça au moment d'apprendre à marcher, tu serais toujours en train de faire du 4 pattes et tu saurais toujours pas marcher et tu as réussi. Donc en fait, tout est possible. Tout est réalisable dès lors qu'on essaye et qu'on se donne les moyens, en fait. C'est vraiment ce passage à l'action qui permet de se dire, on peut faire quelque chose de tout ce qui nous anime et de tout ce qui nous traverse et c'est accueillir pour moi tout ce qui est là. Toutes ces émotions qui sont, qu'elles soient agréables ou non, en fait, elles ont toute une place et si on les accueille et qu'on les laisse nous traverser justement, ça fait pas barrage et on ne devient pas nos émotions, en fait. L'image que j'aime bien donner, c'est celle d'une rivière. Si on vient faire un barrage, sur une rivière, l'eau va s'accumuler derrière et puis il y a un moment quand, il y a des averses, quand il y a des éléments extérieurs qui arrivent qui sont trop, la rivière va avoir tendance à déborder et puis
à faire des inondations tout autour, en fait. Alors que si on ne fait pas ce barrage et qu'on laisse l'eau passer, qu'on s'imagine que le problème qu'on a, c'est plus un barrage, mais c'est une pierre qu'on vient jeter dans cette rivière, l'eau, elle s'adapte, en fait. Elle va passer autour. Elle, non seulement elle tient compte de la pierre qui est arrivée, en fait, de cette nouvel élément. Au début, il est nouveau, il n'est pas très, très agréable. Et puis, au fur et à mesure, la rivière va réussir à le modifier, à le mouler, à le transformer. Ça va devenir un joli galet qui va être plus lisse, et qui va faire la beauté de la rivière aussi. Et c'est comme ça que je fais le parallèle avec toutes ces émotions. C'est en fait, acceptons en fait de nous laisser traverser par nos émotions. Si on a à pleurer à un moment donné, parce qu'on se sent ému, c'est OK. Parce qu'on se sent triste, parce qu'on se sent chamboulé par quelque chose, c'est complètement OK. Et à l'inverse, pareil, si on a envie de rire, si on a besoin d'exprimer de la colère, des sentiments positifs ou négatifs, ils ont tous une place en fait. Et c'est OK, quel que soit le contexte, quel que soit le moment, c'est de laisser une place à ces émotions et de les accueillir et de se dire OK, elles sont là. D'accord. Là tout de suite, ça va pas trop, c'est OK. Et ça permet de transmuter beaucoup plus rapidement. Plutôt que d'essayer de bloquer, d'avoir ces réticences et pas vouloir y aller, et puis ça prend 1, 2, 3, 4 jours, 1 mois, 2 mois, et puis ça se transforme parfois en années. Non, en fait, si on laisse juste l'émotion nous traverser, ça peut durer en fait 2 heures, une journée, et puis passer à autre chose après, en fait. Et même dans des moments qui sont beaucoup plus difficiles, quand on est face à un deuil, quand on est face à des gros chamboulements dans sa vie, et ainsi de suite, on peut se dire, il y a une partie de notre vie qui s'arrête, et en fait, non, on peut choisir aussi de la regarder sous le beau côté, et puis d'accueillir tout ça, et de regarder en arrière aussi, de regarder tout, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, de ne pas hésiter. Moi, ce que j'aime en fait particulièrement, tu vois, j'ai une image qui me vient, c'est la dune du Pilat. J'y suis montée l'année dernière. Donc là, ça fait remonter des émotions d'ailleurs, tu vois. Euh, J'y suis allée en fait, j'ai fait cette montée qui a été très difficile, qui a été très challengeante physiquement. Et ce que je retiens de ce moment-là, en fait, c'est cette montée. C'est-à-dire que je suis arrivée en haut, c'était magnifique, le paysage était magnifique et ainsi de suite. Par contre, la première chose que j'ai fait arriver en haut, je n'ai pas regardé devant moi, je me suis retournée, j'ai regardé ce que j'avais réussi à, à accomplir en fait. Et voilà. Donc les Bon, émotions sont là, je les accueille. très bien, merci de Mais le faire. ça a été en fait une révélation aussi à ce moment-là de me dire j'ai cette capacité d'admirer ce qui est au bout du chemin, mais ce qui est le plus marquant pour moi, c'est le chemin pour y arriver en fait. Et toutes ces étapes-là, c'est de savoir aussi de se reconnecter à elles et de dire ça fait partie de notre construction, c'est nos forces Mm. et on peut les utiliser aujourd'hui. C'est pour ça que tu sais très bien tisser, parce que tu es au contact de tes émotions, de Ouais. l'énergie, de l'instant présent. Et ça doit être de très, très belles transformations que tu arrives à faire vivre par cet objet support, en tout cas. Donc, bravo, C'est ça. bravo. Et merci pour Merci. ton émotion, elle est très belle. Euh, Moi, ce qui Et c'est m'interpelle, ce que j'aime, pardon, c'est ce que vas-y, j'aime vas-y. valoriser aussi justement chez les personnes, c'est de leur faire prendre conscience quand on arrive dans ces moments qui sont désagréables et où on est un peu perdu et où on ne sait plus trop où on va. J'aime les rattacher en fait à tout ce qu'elles ont vécu et de leur faire prendre conscience que ce à quoi elles s'attachent, c'est pas la beauté de ce qui s'est passé en fait. Il y a voir le verre à moitié plein et le voir à moitié vide en fait. Et essayer de changer son regard, de vraiment prendre un nouveau regard sur soi et de se dire en fait si en fait j'ai pas l'impression d'être arrivée à un résultat qui me satisfait, parce qu'on peut avoir des attentes qui sont pas celles que l'on obtient, mais malgré tout c'est de savoir regarder la beauté de ce qu'on a accompli et de s'auto-féliciter en fait, de se dire bravo, bravo à toi d'être arrivé là et d'être dans cet état-là. Malgré tout, en fait, tu es toujours en vie, donc tout va bien. Euh, Par rapport à tout ce que tu as dit, je retiens aussi ta notion que les émotions, il faut les regarder, mais il faut surtout les laisser passer. Et souvent, Mm. les gens, ils vont peut-être porter le regard sur la peur, mais ils vont rester figés sur la peur. Et comme on sait, tout ce sur quoi on porte notre attention prend de l'expansion. Alors que toi, ta notion, c'est oui, je le regarde honnêtement, j'accepte l'émotion qui monte, mais c'est pas pour la retenir, c'est pas pour la laisser grossir, c'est juste pour qu'elle fasse son travail presque de nettoyage, de messages à apporter, et puis elle va aller voir ailleurs. Et donc, il y a cette distinction qui est très importante parce que, encore une fois, il y a beaucoup de, enfin moi notamment des personnes que j'accompagne qui au départ sont vraiment à être focalisées
Comme quand tu es sur une moto, tu regardes là où tu veux aller, bah, tu es dessus, tu regardes là, c'est sûr que tu vas y aller. Alors que si tu la Mmh laisses passer, bah, tout s'ouvre en fait. complètement et il y a vraiment le fait elles ont des raisons d'être, ces émotions. La peur, elle est là, et c'est un de nos guides, en fait. Si on fait quelque chose et qu'on n'a pas peur, si on n'est pas, angoissé, si on n'a pas, toutes ces émotions qui nous traversent quelque part, bah, c'est qu'on n'est pas on se met pas on sort pas de sa zone de confort. On reste dans quelque chose qui est peut-être même trop confortable, en fait. La peur c'est un bon indicateur. À partir du moment où on a peur, pour moi, c'est un signe et c'est un des signes qu'on est sur le bon chemin, en fait. Parce que si ça avait pas d'importance, on ressentirait pas ces émotions-là et donc du coup, on se sentirait pas, ben, chahuté à ce moment-là. C'est un de nos indicateurs. Toutes nos émotions sont des indicateurs et sont des guides, en fait, pour savoir si, oui ou non, ben, on va dans la bonne direction et si on s'écoute. Donc c'est hyper important de leur laisser une place et on nous apprend pas justement à le faire. La colère aussi, c'est quelque chose qu'on nous interdit un petit peu dès le plus jeune âge à exprimer, à faire sortir et ainsi de suite et en fait, on peut trouver des solutions pour évacuer sa colère. On peut en fait, ben, avoir des moments, des sas où on va pouvoir se faire sortir cette colère parce qu'elle a besoin d'être et que si elle est là, bah, c'est pas pour rien et que ça nous demande en fait d'aller nous dépasser, de sortir de tous ces préjugés, ces images, ces croyances limitantes qu'on peut avoir, de toute notre éducation aussi qui peut laisser des traces et ainsi de suite, bah, toutes ces émotions-là, elles sont là pour nous apporter des messages aussi. Et ils sont aussi importants que les bons moments et voire même plus parce que c'est ce qu'on vibre en fait tout le temps. Les il y a on a des émotions tout au long de la journée, en 1 heure, on peut avoir des émotions différentes, et sur l'espace d'une journée, on peut en fait, passer d'une émotion à une autre et on peut de la même manière, en fait, qu'on peut se laisser traverser par ces émotions, on peut avoir une action aussi sur ces émotions-là. Je sais que moi, dans les périodes où c'est plus difficile, où je vais être plus triste, où je vais sentir que c'est pas voilà, bah, je vais laisser passer et puis si j'ai besoin aussi malgré tout de transmuter un petit peu ça, ben, je vais me sourire intérieurement, en fait. Dans ma tête, déjà juste à moi-même, je vais sourire. Parce que OK, c'est là, c'est pas facile, mais en fait, je souris parce que, bah, malgré tout, la vie reste belle quand même à mes yeux et donc du coup, ben, je me souris intérieurement et je me rends compte en fait qu'en ne rentrant pas dans je deviens pas mes émotions du coup en fait. Elles OK, elles sont là mais je les véhicule pas, je ne deviens pas cette émotion et je ne la transmets pas à l'autre non plus. Je ne Les personnes avec qui je suis en contact, bah, je leur laisse pas, tout ce truc désagréable ou, bah, non en fait, ça leur permet vraiment de nous traverser, d'infuser, d'avoir cette place, d'exister et de partir en fait de la même manière qu'elles sont arrivées après. C'est 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 toute une vie en fait pour ces émotions. Elle naît, elle vit et puis elle s'éteint en fait, ben et au plus on bloque en fait la naissance et puis la vie, bah, au plus la mort elle met du temps à arriver en fait quelque part de cette émotion. Enfin l'extinction plus que la mort peut-être, mais voilà, c'est de laisser, cette émotion vivre en fait, toutes nos émotions quelles qu'elles soient et de s'autoriser à le faire. Et je pense que l'entrepreneur a tout intérêt à utiliser ses émotions. Le salarié a peut-être moins cette contrainte-là de les utiliser. Il peut mettre le couvercle dessus. Alors, ça va créer d'autres choses. Mais l'entrepreneur, ça sert de guide, comme tu le dis. Et du coup, un Exactement. entrepreneur qui n'est pas évolué émotionnellement, évolué personnellement, ben, l'évolution de son entreprise risque de ne pas suivre, en fait. Et c'est aussi pour C'est ça que ça. toi, finalement, ton parcours, tu l'as dit, il est super fluide. Parce qu'en fait, tu es tout le temps à l'écoute de ce qui vient, de ce qui est, de ce qui est en toi, de ce qui est à l'extérieur. Et en fait, c'est comme si, tu ouvrais l'océan et ça y est, j'y vais, quoi. Je rentre au milieu et je traverse l'océan à pied, en fait, tout va bien. C'est ça et je m'écoute. C'est-à-dire que j'ose aussi, me dire qu'en fait, ce que je fais aujourd'hui, ce sera peut-être pas ce que je ferai dans 6 mois, mais ma façon de travailler aura peut-être évolué. Ça en fait, je sais pas de quoi demain sera fait, en fait. Qu'est-ce que je vais proposer dans 6 mois, dans 1 an? Je ne le sais pas parce qu'en fait, je vis dans l'instant présent et je m'écoute à l'instant T. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ce qui m'anime et ce qui me plaît, c'est de faire une transformation énergétique, bah, c'est OK, je vais la faire, je vais la vivre pleinement. Par contre, s'il y a un moment où c'est pas OK, bah, je vais pas me forcer non plus. Parce qu'en fait, je vais pas être dans les bonnes énergies, je vais pas être dedans, ça va me prendre plus de temps, ça va être plus long, ça va être moins fluide, et pour moi et pour la personne. Donc c'est vraiment ce respect de soi-même, de ses émotions et de ses ressentis et de se dire: «Bon, bah, c'est OK, ça a été aussi
le challenge au départ en tant qu'entrepreneur, c'est que quand j'ai créé ma micro-entreprise, je me suis dit, bon, j'avais des horaires à rallonge dans ma vie de salarié, je faisais des heures, beaucoup d'heures, autant que, voire plus que si qu'aujourd'hui qu'entrepreneur en fait. Et donc quand j'ai créé ma micro-entreprise, je me suis dit, non, il va falloir que je travaille tout le temps en fait. Quand on m'a posé cette question un jour, mais en fait, tu vas travailler quel jour? Je dis: «Ah mais un entrepreneur, il travaille pas du lundi au dimanche, du lever au coucher, non, c'est pas comme ça. Ah, il faut que je choisisse mes jours en fait. Ah d'accord, en fait. Ah oui, donc je vais peut-être envisager les choses différemment. Ah oui, c'est là où en fait tout ce que j'ai pas dans ma vie salariale à l'heure actuelle, où mes émotions ont pas de place, où mon énergie, mes ressentis du moment, les cycles dans lesquels je suis, bah, tout ça, ça existe pas en fait. J'étais malade quand j'étais malade, ça m'arrivait pas souvent, enfin pas souvent parce que je ne laissais pas de place à mon corps pour ça, c'était la nuit, entre 10 heures et 7 heures le matin, donc je passais une sale nuit et puis le matin, j'étais quand même, apte à retourner au travail pendant mes vacances parce que, ben, là, mon corps, il était, «Bon, c'est bon, on a un sas pour exprimer tout ce qu'il y a à sortir, on le fait». Bah, aujourd'hui, j'ai vraiment, appris au fur et à mesure aussi à me dire: «Bon, bah, OK, je vais, créer ma façon de travailler, je vais créer, mon entreprise. Par contre, je veux pas éteindre tout ce que ce burn-out et ces 6 mois d'arrêt m'ont permis de mettre en place, de me réécouter, d'être à l'écoute encore plus de mes émotions, de mes sentiments que ce que je l'étais, en fait, pendant ma vie salariale. Ça, j'ai retrouvé un équilibre avec ça. J'ai pas envie de le remettre de côté, de repartir tête baissée, en fait. Donc on va faire les choses avec le cœur, j'ai envie de dire, plus qu'avec la raison et ce qu'on entend un peu partout. Donc il y a vraiment cette importance pour moi d'écouter son cœur et de suivre son énergie parce que si on se force à un moment où on n'a pas envie, on va passer 3 fois plus de temps sur ce qu'on veut faire parce que la tête veut le faire. On n'arrivera pas au résultat qu'on veut, on ne sera pas satisfait à la fin, on aura perdu plus d'énergie qu'on en avait au départ et en plus, le résultat ne sera pas au rendez-vous. Alors que si on s'autorise, bah, à prendre une bulle, en fait, à faire une pause d'1 heure ou 2 heures à ce moment-là, d'aller faire ce qu'on a envie de faire, réellement, bah, quand ça va revenir, non seulement pendant cette pause, on va avoir des idées qui vont arriver, auxquelles on n'avait pas pensé et en plus on va respecter son énergie, on va pouvoir donner beaucoup plus en un laps de temps réduit, en fait. Donc c'est hyper important d'écouter et ses émotions et ses ressentis et d'être connecté à son cœur, en fait. Ça, c'est vraiment, aujourd'hui ce qui m'anime et ce qui me guide, Tu et c'est l'incarnes pas très bien. toujours facile à faire. Non, mais tu l'incarnes très bien et on voit que tu es sur un processus d'évolution, donc c'est chouette qu'en fait, tu portes ce que tu dis et sûrement que tu le portes dans ton activité ou tes futures activités parce qu'effectivement, tu ne sais pas de quoi demain sera fait et tu restes ouverte à ça, ce qui n'est pas forcément évident pour, alors je dis pas, je vais pas généraliser que c'est que les entrepreneuses ou les entrepreneurs Mmh, doivent connaître ça aussi, mais c'est pas évident de se dire, je ne me projette pas parce qu'on sait aussi que le cerveau a besoin d'une direction. Il y a un dosage à trouver entre une grande direction et avoir tout figé de tout ce qu'on veut réaliser. Et ça, exactement. c'est difficile. Si toi, je te projette dans 2 ans, du coup, ta réussite dans 2 ans, dans les grandes lignes et à cet instant T, si tu t'autorises, ça serait quoi ta réussite? Moi, j'aimerais justement transmettre, enfin, voir éclore, en fait, autour de moi, cette reconnexion profonde à qui l'on est, cette autorisation d'être soi tel que l'on est, donc d'enlever tous les filtres qu'on a tendance à mettre, en société, parce que c'est les carcans dans lesquels on nous a habitués à être. Ma grande vision, c'est celle-ci. Sous quelle forme, je ne sais pas, mais c'est que les gens s'autorisent à être qui ils sont à l'intérieur, que les femmes s'autorisent à briller, à rayonner et à dégager leur puissance féminine, en fait, à être, qui elles sont. On a un vrai pouvoir, on a une vraie force, Mmh. on ne s'autorise pas forcément à l'avoir, on ne s'autorise pas à sortir des sentiers battus, mais en fait, on peut. Tout est possible pour moi, en fait. Et c'est de s'autoriser à ça. Et c'est de s'autoriser à aller s'occuper de soi en priorité, parce qu'on est la meilleure personne sur Terre qui puisse prendre soin de nous, en fait. Hein. On a un corps, on a un véhicule terrestre qui est là, qui nous accompagne du début à la fin de notre vie, voilà, de cette vie, j'ai envie de dire. Et du coup, il n'y a que nous qui puissions nous prendre soin de nous et c'est ne plus être tourné vers l'extérieur à savoir ce qui est bien à faire ou pas bien, s'écouter, se trouver, s'aimer soi et pour pouvoir rayonner et c'est ce qui fait qu'on peut dégager et qu'on va, bah,
faire cascade en fait avec notre entourage et pouvoir diffuser ça autour de nous. C'est vraiment ce que j'aimerais voir éclore autour de moi, véhiculer et pouvoir transmettre en fait. C'est vraiment cette libération de soi en fait, vraiment. Donc ça serait ta réussite idéale et si tu t'autorises à imaginer des actions qui pourraient le permettre, ça serait quoi? C'est de, ben, d'amener en fait, des actions, de proposer, des groupes, des ateliers, des choses en fait, ben, des moments. Alors tu vois, j'ai une vision d'atelier par exemple où je proposerais, des transformations énergétiques, mais que les personnes feraient elles-mêmes et dans l'idée, ces groupes, j'aimerais les voir évoluer par la suite, donc tu vois, sous 2 ans à peu près, ça correspond. Ça serait bah, qu'on ait cette créativité, qu'on vienne en fait dans le but de créer, mais qu'il y ait toute cette ouverture de libération de la parole, de l'émotionnel, de tout ça. En fait, on vient à un atelier, on vient pour faire quelque chose, mais on ne se focalise pas sur ce qu'on fait. Ce qu'on fait avec nos mains, c'est ce qui va nous permettre de distraire un petit peu notre attention, notre mental, et on s'ouvre et on vient tel que l'on est, mais réellement à l'intérieur, pas juste avec son masque social et tout ça. Ce serait en fait de voir, naître des lieux, des événements où bah, on s'autorise pleinement à venir parler de ses émotions, de ses états d'être, de qui l'on est, bah, toutes nos nuances, de toutes nos facettes, sans honte, sans crainte, sans peur du jugement. Vraiment cette libération en fait de chaque personne et donc du coup de la co-création entre nous, des liens, un vrai tissage humain en fait sur Terre. Bah, merci pour toute cette richesse et cette projection dans 2 ans qui donne envie. J'espère que tu toucheras des centaines de personnes. Heu, peut-être élargir aux personnes qui ont du mal à avoir ou qui n'ont pas peut-être d'objets, anciens chez lui ou chez elle, parce que peut-être que ça arrive enfin moi je sais que je fais du tri régulièrement. Je suis incapable quand tu as parlé d'un vieux objet, de me dire: «Mais est-ce que j'ai ça moi, quoi?» Donc c'est dommage. Bah, ça c'est la transformation énergétique, c'est une des facettes en fait. Je travaille par le biais de l'objet avec les personnes à qui ça parle. Parce qu'on n'a pas tous cette attache à l'objet en fait. On n'est Ouais, pas tous, très attachés, on peut faire du ménage régulièrement et tout et c'est très bien d'ailleurs de le faire parce que ça permet, bah, de dépoussiérer les énergies, anciennes et puis de faire place au nouveau. Donc ouais. ça c'est chouette. Après ce que je propose aussi c'est des bulles de douceur. C'est un soin bulle de douceur que j'ai appelé bulle de douceur, que j'ai créé en fait, où je vais proposer en fait, donc c'est un soin en présentiel, c'est un soin qui dure 2 heures volontairement. Donc ça veut dire qu'on est obligé de prendre ce temps pour soi, de s'octroyer cette, coupure de 2 heures dans sa vie et de se dire: «Bon allez, je prends rendez-vous avec moi-même et aujourd'hui je me chouchoute» et je vais travailler sur 3 plans en fait, sur le plan physique. Donc je vais pratiquer un massage crânien par micropression, donc qui est uniquement au niveau de la tête, qui permet vraiment de venir mettre le corps, dans un état de détente et de relâchement où on dépose. C'est vraiment déposer son corps, en fait, à ce moment-là, de redonner de la circulation au liquide céphalorachidien qui va renvoyer des messages de bien-être dans tout le corps et de détente, en fait. Quand je fais ce massage, si je capte des blocages, s'il y a des moments où moi énergétiquement je sens que je peux venir travailler aussi, je vais donner un coup de pouce pour défaire ces nœuds en fait énergétiques qui sont là, donc par apposition des mains. Donc ça, c'est toute une partie qui dure 1 heure en fait, où on travaille vraiment sur le corps physique et les corps énergétiques et ensuite on va passer 1 heure où on va libérer par la parole. On va venir mettre des mots sur les mots, sur ce qui s'est passé pendant le soin, sur ce que la personne a ressenti, va la faire se reconnecter à son corps à ce moment-là et puis on laisse aller la discussion à ce qui doit être en fait, parce qu'il y a pas de direction à prendre, il y a pas de c'est assez difficile d'ailleurs des fois, pour les gens de comprendre ce que je fais au travers de ce soin parce que j'appelle pas sur des mots particuliers, sur un état d'être particulier. En fait, c'est non, c'est venir comme on est et c'est s'autoriser cette bulle de douceur à soi-même et va naître de cette bulle ce qui a lieu en fait, d'être dans l'instant présent, en fait. On peut vouloir, je sais pas, travailler sur une problématique, se dire, «Ah bah tiens, j'aimerais voir changer, je stresse trop facilement, j'ai de l'eczéma, je veux arrêter, de fumer» ou j'ai des contre enfin une problématique bien précise dans notre vie. On peut se focaliser dessus et vouloir travailler dessus et en fait, on va pas se rendre compte que cette problématique-là, c'est pas le vrai nœud, en fait. Il est ailleurs, c'est autre chose
Et ce que j'aime dans ces bulles de douceur-là, c'est que justement, on vient déconnecter le cerveau, on vient déconnecter la tête, on se remet dans son corps. Et du coup, la discussion qui en découle, on peut faire cette libération, ces libérations, en fait. Venir mettre le doigt sur des petites choses qui, en fait, paraissent pas grand-chose et qui, en fait, ont une place trop importante dans la vie et qu'on ne regardait pas, on change de regard, on amène une autre vision de ce qui existe, de ce qui est, en fait, dans notre vie. Et là, on peut ouvrir la conscience. Et pour moi, le plus difficile dans le chemin, entre guillemets, vers la transformation de quelque chose, c'est pas la transformation en elle-même, c'est la prise de conscience. À partir du moment où on a pris conscience de, de ce qui nous, de ce que l'on vit, en fait, le travail est fait à 80-90% pour moi. En fait. Et une fois que la conscience est posée, ça y est, on va pouvoir corriger automatiquement. C'est comme le jour où on choisit d'acheter une voiture rouge d'une marque, en fait, on la voyait pas, et puis du jour où on choisit de la voir, on en voit partout. En fait, on a juste ouvert son champ de vision et sa conscience sur cette voiture, en fait. Alors, c'est très, c'est très matériel peut-être, mais ça fait partie de notre quotidien, en fait. De la même manière, c'est venir ouvrir cette conscience. Et moi, c'est très facile pour moi, je dis que je fais des petits claques comme ça, en fait, des petites choses où je viens juste en fait mettre en lumière ce que la personne a déjà à l'intérieur. C'est pas moi qui lui apporte quelque chose sur un plateau, hein, c'est pas le but. Parce que si c'est moi qui lui apporte, la connexion elle se fera pas et la prise de conscience sera pas là et on n'avancera pas. Donc c'est vraiment en fait de monter marche par marche en fait, de la même manière que j'ai monté pas par pas la dune du Pilat avec des fois cette sensation de marche arrière parce que le sable se dérobe sous nos pieds et qu'on peut pas arriver en haut aussi facilement que ce qu'on voudrait. Et en fait, c'est d'accompagner sur tout ce chemin-là et de mettre en lumière, regarde en fait là, regarde ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vis là tout de suite maintenant, et on va pouvoir en fait ouvrir des consciences, donc ouvrir ces portes, et au travers de cette bulle-là de 2 heures qui va travailler pendant 2, 3, 6 mois, des fois, selon les personnes, parce que c'est OK, parce qu'on a besoin de temps pour transformer les choses. Aujourd'hui, on est habitué à ce que tout aille vite. On veut quelque chose, en 3 minutes, on l'a commandé sur Internet, il arrive 2 jours après, c'est là, en fait. Et quand on a envie d'aller mieux, j'ai une personne en soins hier qui arrivait et avant-hier, et qui me disait hier, en fait, c'est bizarre parce que je me suis sentie mieux après le soin, mais en fait, j'ai pas eu je me sens pas comme avant, en fait, ce regain d'énergie où tout est résolu. Et je lui ai dit: «En fait, c'est normal et c'est OK». Parce qu'en fait, il y a tout un travail à dérouler derrière. On passe par les phases inconfortables pour réarriver sur du confort. Et c'est de se rendre compte de tout ça, d'ouvrir cette conscience et de faire ces petits déclics-là que j'adore, en fait, parce que les gens ont tout à l'intérieur et c'est juste de leur apprendre à se reconnecter à ça et à être acteurs de leur vie et de leur guérison et de leur évolution et de leur avancée, parce qu'on a tous ces capacités-là en nous, en fait. Et j'aime les mettre en lumière, et c'est ce que j'aimerais transmettre justement sur la vision, sur la vision dans 2 ans, c'est que de plus en plus de personnes, en fait, tu vois, tu disais, mais même si j'atteins 100 personnes, mais même 10, en fait, c'est énorme pour moi, parce que dès lors que je le transmets à quelqu'un, il a la possibilité à son tour de le retransmettre à d'autres. Et c'est vraiment cette vision-là que j'ai de cascade. En fait, c'est pas une personne qui dicte quelque chose et tout le monde applique. Non, on a cette possibilité de créer, de tisser du lien, et chacun l'enrichit à sa manière. Et en fait, quand ça nous revient, ça donne une autre dimension. Et on peut faire plein de choses, en fait. On peut créer plein de nouvelles choses tous ensemble. Et c'est la richesse de tout ça que j'aimerais voir naître et éclore, de tous ces processus-là, en fait. Nos missions se rejoignent et tu vois, tu viens d'interpréter différemment le nom de mon entreprise qui s'appelle Femmes entrepreneuses exponentielles. Donc des faits quand c'est en raccourci, et exponentielle, c'est aussi bien pour elles parce qu'une fois qu'elles ouvrent les possibilités et leur potentiel, elles se développent de manière exponentielle, mais c'est aussi le fait qu'une femme, souvent on a des enfants en tant que femme, et du coup elles touchent aussi leurs enfants et elles sont elles-mêmes à pouvoir diffuser le message, donc comme toi, et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à œuvrer à ce genre de choses, et le monde de demain ne pourra en être que meilleur. En tout cas, tu le portes très bien, Mélissa, tu le portes très bien. Et nous sommes des porteuses de graines en tant que femmes. Donc en C'est ça, fait, on les sème au travers de nos enfants et au travers de tout ce que l'on fait, en fait. c'est C'est vrai. de s'autoriser à le faire, pas juste dans notre cocon familial en aparté, c'est de s'autoriser à être, en fait, au monde, juste qui nous sommes, en fait. C'est vraiment ce pouvoir-là que j'aimerais que les femmes retrouvent, en fait.
Elles se rendent compte qu'elles ont une capacité plus grande que celle qu'elles voient aujourd'hui. Que ce qu'elles voient et que ce que la société véhicule, même s'il y a plein de choses qui se sont libérées, il y a encore plein de véhicules historiques qui bloquent un peu trop les femmes, mais ça se libère, ça se libère. Exactement. Mélissa, on arrive presque à la fin de l'interview. 2 dernières questions. Quel conseil tu te donnerais à ton toi d'avant la création d'entreprise, même si ça a été plutôt fluide? Est-ce qu'il y aurait quand même un conseil que tu te donnerais? De m'écouter, enfin le conseil, ouais, d'avoir confiance en moi, en fait, à ce moment-là, de croire en moi, de vraiment croire, en fait, si j'ai eu ces intuitions, si j'ai eu ces ressentis, si je me suis sentie appelée et capable à ce moment-là de faire tout ça, bah, aujourd'hui, si je pouvais, rajouter un «mais oui, vas-y, en fait, vas-y, crois en toi» et tu vois, cet encouragement, ce petit, «Allez, vas-y» pour franchir ce cap avec plus de facilité encore, en fait. C'est ce que je viendrais réinjecter, entre guillemets. Et c'est le message que je véhicule justement aux femmes entrepreneurs. C'est ce que je leur dis, en fait. Mais ton concept n'existe pas, tu penses, enfin, on te dit que c'est pas faisable, mais toi, tu y crois, tu es intimement persuadé que c'est possible, bah, va au bout, en fait. Allez, vas-y, essaye. Parce qu'en fait, bah, toutes les nouveautés, elles arrivent à un moment ou à un autre par une expérience, par quelqu'un qui a osé tenter quelque chose et voilà, qui a créé quelque chose de nouveau. Enfin, hein, ça arrive pas du jour au lendemain et tout est parfait dès le départ, en fait. C'est des expérimentations, c'est des tentatives et ben, faut oser, il faut y aller, quoi, en fait. On essaye et puis on voit. Et si on n'y arrive pas, si on tombe, ben, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Et on pourra se relever et reconstruire autre chose encore avec ça. Ça donne des fondations, des pierres que l'on met en fondation solide, justement. Donc on risque rien à essayer. Donc, Et en go. plus, l'univers et la vie adorent l'audace. C'est ça. Maintenant, des conseils aux femmes qui nous écoutent, donc soit qui sont en réflexion de quitter le salariat, soit qui sont sur le début du parcours entrepreneurial, quels conseils tu leur donnerais? J'ai une phrase que j'aime beaucoup utiliser, c'est: «Tout est possible quand tu sais qui tu es». Donc c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de soi. C'est pas, de chercher un concept, de chercher, les bons mots, les bons termes qui vont appeler les bonnes personnes, de cibler des personnes bien spécifiques et ainsi de suite. Non, pour moi, ça, en fait, c'est des outils qui peuvent être utiles parfois et qui peuvent, donner des pistes. Mais vraiment, l'important, c'est de se reconnecter à qui l'on est à l'intérieur. C'est de savoir qui l'on est soi et ça, c'est notre meilleure carte de visite. Ta carte de visite, c'est ton cœur, c'est qui tu es, c'est qui tu vibres. En fait, tu as tout déjà et le fil, il va se dérouler parce que ça va être fluide, parce que tu auras pas de questionnement à savoir si ta stratégie d'hier sera bonne demain ou si ce que tu as mis en place hier a toujours de raison d'être demain. Non, en fait, si tu es connecté à ton cœur et à qui tu es, bah, tout est là et du coup, bah, tu évolues, ton entreprise évolue en même temps que toi. Et c'est de garder cette connexion à son cœur et à qui l'on est pour avancer sur le bon chemin qui est le sien et qui est unique. En fait, on a tous cette unicité, toutes et tous, et en fait, c'est d'utiliser cette connexion à son cœur, en fait. Pas hésiter à aller dans ses vulnérabilités, dans ce qu'on a envie de garder des fois un peu pour soi, en se disant: «Ouais, mais si je mets ça sur le devant du tableau, je vais me faire piquer, lyncher, si j'ai mal, ça va être encore plus violent». Bah non, en fait, parce qu'on accepte pleinement qui on est et on peut y aller, en fait et go. Très bien, très bien. Donc ça va peut-être rejoindre la demande finale pour terminer ton interview. Est-ce que tu as un mantra, une citation, un mot pour clôturer ta propre Ouais. interview? Ouais, bah, c'est celui-ci: «Tout est C'est possible quand celui-ci. tu sais qui tu es, tout est possible quand tu assumes qui tu es». C'est des belles phrases que Soprano a chantées et qui ont une résonance très profonde et très forte en moi, dans tout ce cheminement-là. Voilà. Eh ben, écoute, Mélissa, merci pour tous ces partages, ton authenticité justement, ton sourire et l'émotion aussi que tu as su faire passer et expliquer comment toi tu faisais et qui te sert et qui devrait servir à tout le monde. Donc, moi, je souhaite une longue route parce que je crois beaucoup au développement de ton activité et à tout le bien que tu fais autour de toi. Euh, Merci. les Ça personnes me vont- ça me touche. Merci beaucoup. Merci à toi. Et C'était merci pour cette opportunité-là aussi
de partager au monde qui je suis aussi, parce que c'est chouette et tu as une vraie bienveillance dans ce rôle-là et sous cette forme d'interview qui est très chouette. Donc merci beaucoup. Eh ben, super, eh ben, je suis ravie. Alors, merci beaucoup, Mélissa. Donc, toutes les personnes qui nous écoutent, eh ben, vous pouvez trouver Mélissa avec tous les liens qui sont sous la vidéo. Donc, elle m'aura donné tout ce qu'il faut d'ici que vous ayez la vidéo sur YouTube. Donc, vous pourrez cliquer, aller voir ce qu'elle fait et puis, qui sait, peut-être aller tisser et détisser des choses et pour mieux les retisser derrière et vous trouvez vous. Donc, merci, Mélissa. Et puis, eh ben, avec plaisir, au plaisir surtout d'être en contact puisqu'on n'est pas loin l'une de l'autre. Merci Stéphanie, avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.